quitter son petit monde campagnard de Campagnos. C'est notre écrivain Christian Combas qui est avec nous. Merci d'avoir rejoint la capitale. C'est gentil. Je suis allé voir ma mère déjà. Et donc, voilà, je suis content de passer par chez vous. Voilà. On passe par TV Liberté. Et là, vous arrivez avec un nouveau combat. Vous êtes en guerre contre l'unanimisme. Vous partez en guerre contre cette notion d'unanimisme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On la voit déferler. L'unanimisme, je l'aurais subi, et vous aussi d'ailleurs, toute ma vie, en tant qu'anti-68ard qui avait 20 ans au moment où la France de Mitterrand a commencé à flamber. Moi, j'ai pas flambé avec. Figaro Magazine, réticence à l'égard de toute la pensée obligatoire. Et donc, ça fait de vous, en tant qu'intellectuel et qu'artiste aussi, puisque j'étais quand même dans le monde des romanciers, etc., ça fait de vous une sorte de vilain petit canard pendant toute votre existence, et vous vous apercevez que la pensée obligatoire, oui, la pensée officielle, c'est tellement réuni autour de vous, c'est tellement structuré au fil des années Mitterrand, puis Chirac, que vous n'avez plus qu'un espace de liberté très réduit. Enfin, pas dans votre tête, mais sur le plan social, au fond, j'éprouve depuis 30 ans les mêmes difficultés que celui qui est obligé de manger sur les genoux dans sa voiture parce qu'il ne peut pas entrer au restaurant. Vous voyez ce que je veux dire ? Sur le plan idéologique, il y a de ça. Dans les journaux, pourtant réputés conservateurs auxquels j'ai collaboré, Le Figaro, Valeurs Actuelles, même dans ces journaux, une pensée d'une gauche un peu molle, un peu « allez, fais pas ton râleur », a fini par se répandre. Et après 30 ans d'unanimisme forcé, vous avez un phénomène en 2015, quand même très récent, sous Hollande, qui a fait que j'ai été éjecté du Figaro pour n'avoir pas pensé bien comme il fallait. Et sous l'œil de Natacha Polony, qui était elle-même chroniqueuse au Figaro et qui lançait un comité Orwell qui était censé lutter contre les dérives d'une pensée unique. Vous voyez ? Donc, pendant la semaine où elle créait son espèce de mouvement orwellien, anti-orwellien, j'étais éjecté sous ses yeux du Figaro, après une collaboration assez nourrie, assez longue, puisque ça remonte aux années Mitterrand, et elle n'a même pas remarqué. Donc, si vous voulez, on est au point où, alors là, évidemment, toute correspondance, tout parallèle avec la situation sanitaire est le bienvenu. Concrètement, Christian Combas, ce que vous nous dites là, c'est que aujourd'hui, il y a un pass vaccinal, anciennement pass sanitaire. Et maintenant, il y a un pass idéologique depuis fort longtemps. Voilà, et que ce pass idéologique, que vous ne l'aviez pas, et donc vous ne pouviez pas rentrer dans tous les milieux intellectuels et culturels. Alors, je vais même vous dire une chose que tout le monde a observée, mais souvenez-vous des années 80-90, quand vous faisiez partie, c'était notre cas, pas de l'élite, mais en tout cas des gens qui réfléchissaient à Paris et qui dînaient dans les restaurants où les idées se mitonnaient, eh bien, on vous assénait au début du repas, au début de la réunion, une ou deux petites pensées tests qui étaient destinées à vous faire réagir. En gros, on cherchait à créer de votre part une adhésion à propos de 2-3 choses qui étaient des marqueurs. Si vous réagissiez par une sorte de raideur, en disant non, je ne suis pas entièrement d'accord, à ce moment-là, vous étiez repoussé de plus en plus pendant le dîner dans le camp de ceux qui ne seraient jamais faciles à convertir. Au bout du dîner, déjà, c'est foutu. C'est-à-dire que vous faites partie des gens qui sont laissés pour compte dans le dîner. Mais au bout de tant de dîners, au bout de tant d'années de dîners de ce genre, vous devenez une espèce de mouton noir. Et donc, on ne vous invite plus. Votre propre éditeur vous dit, écoutez, vous êtes pas assez populaire pour qu'on puisse prétendre vendre autant de votre livre. Et donc, à ce moment-là, vous voyez les portes se refermer derrière vous, devant vous, par le simple fait que, en gros, vous n'avez pas reçu la piqûre. Voilà. Idéologique. Voilà. Est-ce que, du coup, vous utilisez ce terme-là, vous devenez un rétif. Voilà. En fait, un dissident, mais il y a des dissidents qui ont bien vécu cette dissidence. Alors, même des écrivains qui sont devenus, quand ils sont dissidents, on dit sulfureux. Oui, mais alors, qui restent à la postérité, alors que des écrivains officiels. C'est vrai. Mais regardez, au fond, ne sont éligibles dans le rôle de celui qui refuse et qui est populaire quand même que les gens qui sont nihilistes. Sioran, Houellebecq. C'est-à-dire qu'en gros, on lui consent une gloire assez générale, on leur consent une gloire assez générale, parce qu'il n'y a rien de positif en eux. C'est-à-dire qu'ils dégradent tout. Et c'est l'esprit du temps.
C'est-à-dire que maintenant, le caractère rebelle doit se manifester par un dégoût. Le dégoût de soi-même, qui est devenu extrêmement populaire, le dégoût de tout, le dégoût des institutions. Moi, en l'occurrence, je faisais partie des rétifs positifs. C'était des gens qui voulaient imaginer un autre ordre à la place de celui qui suscitait le dégoût. Et voilà, le tabou absolu, c'est ne surtout pas penser à un autre ordre qui vient se substituer. Et quand vous faites cette démonstration, vous dites qu'on peut comprendre, même si on n'accepte pas que les Français soient devenus, partie importante des Français, soient devenus moutonniers. Oui. Et on peut le comprendre parce qu'en fait, ils sont soumis à cette idéologie. Voilà. C'est pas idéologique, eux aussi, depuis des décennies. Nous sommes une machine sociale terriblement normative en France. D'abord, terriblement sociale, c'est-à-dire les gens se fréquentent beaucoup, ils vont au café, ils échangent beaucoup d'idées. Vous vous souvenez de la période de droit de réponse, etc. On a quand même toujours été un pays, par exemple, c'est inconcevable dans bien d'autres pays, apostrophe, pendant tant d'années, à fédérer en quelque sorte la pensée, enfin à fédérer, parfois diviser, la pensée, les intellectuels dans ce pays. C'était une fête de famille. Tout le monde allait voir apostrophe pour voir s'il y aurait éventuellement une dispute, mais pour voir de quoi il fallait parler cette semaine, ce qu'il fallait lire. Aucun autre pays n'a ce rapport à la pensée, enfin pas aucun, l'Italie un peu, mais nous sommes quand même un pays qui est fondé là-dessus. Alors donc l'unanimisme a un terrain de jeu favori là-dedans. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand une pensée obligatoire est un véritable passeport pour toutes sortes d'activités, par exemple médiatiques, ne prenons que ça. Il y existe un passe médiatique sur le plan idéologique depuis des années Gisbert. Gisbert aura d'ailleurs fait beaucoup pour instaurer cette décence dans le monde médiatique. Il y a des gens comme Jean-Jacques Benex qui vient de nous quitter, qui était, disons, un caractériel, il n'y a aucun doute, mais un caractériel intéressant. En fait, il a été éjecté du jeu médiatique comme caractériel très tôt, alors que quand même il avait un talent intéressant. La France de droit de réponse, au fond, a rendu les armes, en quelque sorte, au début des années 90. On n'a plus eu le droit de proférer des idées impopulaires dans des émissions en direct. C'est très important. Le montage, prenons Ardisson, dont j'ai fait les frais une fois ou deux. Ardisson, en fait, monte tout. Vous ne pouvez rien dire de Prime Sautier, d'intéressant, parfois de drôle, sans le contrôle de Catherine Barma. C'est-à-dire que si vous avez été bon pour répondre à une jeune actrice qui vous traitait avec insolence sur le plateau, votre plaisanterie intelligente et qui rabaissait le caquet de la jeune actrice va sauter au montage. Il veut dire que ces gens, ils enregistrent 6 heures pour n'en faire qu'1 heure et demie. Vous vous rendez compte ? Oui, tout ça est une machine très très bien rodée. Très bien rodée. Vous disiez à l'instant que vous étiez dans une pensée positive, que c'était ça. Et du coup, vous dites, oui, mais cet unanimisme obligatoire que vous venez de dénoncer de manière très claire, c'est en train de reculer. Oui. Parce qu'il y a des antidotes. Qu'est-ce qui vous permet de dire cela ? Parce que toute maladie mentale, en l'occurrence, mais c'est une véritable épidémie mentale, sécrète ces antidotes au bout d'un moment. Je suis stupéfait de voir autant de jeunes m'écrire pour Campagnol, par exemple. Ils voient bien que je suis un ovni. Et donc, c'est très fréquent que je reçoive des lettres de gens qui disent « Ah, écoutez, ça m'intéresse parce que vous n'êtes pas dans le moule ». Et donc, voilà, ces jeunes gens qui cherchent quelqu'un qui n'est pas dans le moule sont la pensée de demain. Et ils se connaissent entre eux, ils s'écrivent et ils vous écrivent. Donc, je pense que si ma petite expérience campagnolesque est un bon symptôme, on peut être optimiste. Alors, l'autre chose aussi, c'est qu'il y a une exponentialité du phénomène de rejet. Au début, le phénomène de rejet semble un épiphénomène, c'est-à-dire que les gens écrivent en douce une petite lettre de résistance à quelqu'un comme moi qui la représente, et puis au bout d'un moment, ils se fédèrent, et puis au bout d'un moment, ça s'accélère et ça devient exponentiel. La résistance devient de plus en plus forte, et je compare volontiers ça à ces jeux, vous savez, de société où vous avez une planche avec des pions noirs et des pions blancs, et vous pensez que vous avez perdu la partie parce que vous avez les blancs et tout est recouvert de noir, et puis au bout d'un moment,
moment, hop, vous faites 3 coups inspirés et le tableau entier se retourne. Nous en sommes là, je pense que sur le plan idéologique, la société est mûre pour un retournement général, rapide et exponentiel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la brindille est arrachée au barrage, le barrage lâche. Le déclin est réversible. Il est réversible par nature, puisque c'est la loi des anticorps. Nous sommes allés trop loin dans la maladie, les anticorps sont en route. Alors les anticorps, c'est directement les politiques. On est en 2022, c'est dans quelques semaines maintenant, l'élection présidentielle. Quand vous êtes venu en juin dernier, je vous ai réécouté, vous misiez sur Philippe de Villiers comme candidat à la présidentielle et vous considériez Éric Zemmour, je cite, comme un vibrion. Oui, comme un éventuel Premier ministre. Voilà, 6 mois plus tard. Alors Éric c'était Zemmour, au mois de juin, mais je vous rappelle qu'une année avant, donc au mois de juin précédent, j'avais titré l'une de mes chroniques, voilà pourquoi Philippe de Villiers sera le prochain président de la République française. D'accord, bon, là on est en janvier 2022, c'est Éric Zemmour qui est candidat, et Philippe de Villiers qui l'a rallié. Alors, pour l'instant, Philippe de Villiers a fait une fois une annonce. Ah, soyez sympa, donnez vos parrainages à mon ami Éric. Il a dit une fois. Il va le redire, à mon avis, dans 10 jours, en disant, écoutez, vous n'avez pas été raisonnable, il a du mal à les obtenir. Et je rêve d'une situation où il dirait, écoutez, je vois bien qu'il y a un problème. Si vous voulez, je vais essayer de me substituer à lui pour ce qui est des parrainages. Et si je les obtiens, j'en tirerai les conséquences. Je pense qu'il est, comme on dit maintenant, beaucoup moins clivant qu'Éric Zemmour et que les maires les plus rétifs seraient peut-être enclins à signer pour lui. À ce moment-là, ça change énormément le jeu. En fait, vous empêchez Zemmour d'avoir son passe idéologique, alors, finalement. Non, car il s'agit plutôt d'un passe psychologique. Ses idées sont parfaites, enfin parfaites, en tout cas elles me conviennent. En revanche, j'ai toujours dit que le personnage me paraissait un peu léger, même sa stature me paraît un peu légère. Bien sûr, vous préférez Valérie Pécresse, quand on aime Zemmour, justement. C'est Valérie Pécresse, mais si. Oui, non, justement. Moi, je pense qu'elle n'a pas grande chance parce qu'elle est impopulaire déjà, rien que quand elle sourit, on sent que c'est faux. Donc, tout est à l'envers dans cette carrière. Elle est très, très peu franche et je pense que les gens le sentent. Parce que dans la politique, il y a beaucoup d'irraisonnés. C'est quelqu'un que vous ne pouvez pas blairer au bout de la table quand vous êtes invité chez votre beau-frère, c'est de même nature. Si on voit apparaître une inconnue qui a les traits de Marion Le Pen, on a tendance à vouloir rapprocher sa chaise. Personnellement, moi, j'engage même pas la conversation avec Pécresse si elle est parente de mon beau-frère. Ça fait 6 ans qu'elle dirige la plus grande région d'Europe. La première région d'Europe, c'est l'Île-de-France. Elle le fait avec Pourquoi vous n'interrogez pas les gens qui ont travaillé avec elle et qui la détestent, qui sont très nombreux. Vous savez qu'en politique, très nombreux. Vous savez qu'en politique, on ne peut pas faire l'unanimisme. Non, mais elle a la réputation d'être odieuse. Elle a la réputation d'être odieuse dans le boulot, elle le sera avec la France. Donc c'est même pas la peine d'y penser. Quand elle dit qu'elle va être une droite de gouvernement, qu'elle est une droite de gouvernement qui a la possibilité de diriger le pays, qu'elle est reçue par des chefs d'État étrangers... Donc elle est adoubée par un système mort. Le système qui l'a adoubée est mort. Maintenant, il faut penser à autre chose. Tous ces gens ne cherchent qu'à maintenir leur place à 25 000 € par mois. C'est fini. Vous réduisez Valérie Pécresse à autre chose que ce qu'elle est, c'est-à-dire une droite qu'elle présente comme étant gaulliste, libérale et sociale. C'est ce qu'elle a dit. Elle est dans le panier. Elle a été dans le panier de Alain Juppé. Tout est dit. Et vous me dites quand même que si Marion Maréchal rejoignait Villiers et Zemmour, alors là, le tour est joué. Vous m'avez dit tout à l'heure, le tour est joué. Oui, pour des raisons assez injustes. Marion Maréchal a des qualités intellectuelles que, d'abord, je n'ai pas analysées, mais qui me semblent très convenables. Mais c'est très injuste à dire, elle inspire la confiance physiquement. On sent qu'elle est plus franche que la moyenne. Alors que dans le cas de Valérie Pécresse, je ne lui confierai rien, aucun secret. En fait, si j'ai bien compris, tout tient à la morphologie. Vous m'avez dit... Non, pas la morphologie. Si, vous m'avez dit, mais vous savez, Zemmour, il n'a pas le physique. Vous m'avez invité... Hollande et Sarkozy, pas plus. Non. Et là, vous m'avez invité comme un type de la campagne. Moi, je réagis comme un type de la campagne. Les gens, chez moi, ils disent, putain, c'est là, je la sens pas. Et bien voilà, la moitié de la France, à mon avis, ne peut pas sentir au sens... Je ne la vois pas dans le rôle, la Pécresse, et la moitié de la France, masculine et féminine d'ailleurs, voit que chez Marion, il y a une espèce de fraîcheur, même mentale,
Et alors, si elle se collait aux deux autres, à mon avis, c'est quasi gagné. Alors, je ne comprends pas très bien, Christian Combas, parce que tout à l'heure, nous avons parlé avant cette émission, pour préparer cette émission, vous m'avez dit, moi je pense que Macron ne sera pas candidat, qu'il y a une possibilité. Alors, je veux dire, si Macron n'est pas candidat, c'est Valérie Pécresse qui est présidente. Non, mais pas le moins du monde, du monde. Il va y avoir un sursaut, justement. Je pense qu'elle est trop faible pour assumer cet héritage, trop faible. Elle est faible dans l'esprit général, à moins que les prenant un mot doux, disons les imperfections du comptage se manifestent une fois de plus, et auquel cas elle pourrait avoir un pourcentage inespéré. Je pense que si le camp Villiers, que j'exhorte à le faire, envoie des bataillons de contrôleurs, des hackers pour voir ce qui se passe au niveau du comptage et de la consolidation électronique après le vote, la réunion des résultats par région, il faut que toute la chaîne de traitement des résultats soit connue de tous et surveillée par tous. Si on obtient ça, elle est morte. Bon. Alors, elle est morte, mais Macron aussi, il est un peu mort. Je pense même que ce sont les Américains qui peuvent se débarrasser de lui. Tout le monde en Europe sait qu'il est à 10-12%. Il n'y a que le journal du dimanche qui l'ignore. Première chose. Deuxième chose, je pense que... Vous n'en savez pas plus rien. La plupart des gens qui se téléphonent dans les rédactions savent que c'est extrêmement surestimé. Mais peu importe, je ne peux pas l'affirmer. C'est une intuition. En revanche, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il agace les Américains à un degré qui est devenu irréversible. Et donc les Américains ont le don pour évacuer quelqu'un qui ne leur convient pas. Il a agacé les Américains d'une manière visible, et c'était lors de la conférence de Biarritz, il y a 2 ans, où Trump était encore là. Il fait venir tout le monde à Biarritz, il fait son important, et il tape le coude de Trump pendant les réunions en disant, si tu veux, j'ai un truc derrière ma musette, j'ai le ministre des Affaires étrangères iranien qui est dans l'hôtel d'à côté et qui n'attend qu'un signal de toi pour monter et pour essayer de trouver un terrain d'entente. Et là, Trump se raidit en disant, mais cinglé ou quoi ? On ne travaille pas comme ça avec nous. Et je crois savoir, j'ai entendu dire qu'il était très fâché en rentrant aux États-Unis et qu'il a dit au service secret, ce type-là, dangereux. Dangereux, joue perso, des foucades, des intuitions de dernière minute sans téléphoner. Et donc il n'est pas, en gros, il n'a pas été élu, il n'a pas été nommé. Disons pour ça, Macron, il a été nommé pour obéir. Or, il fait le contraire là. Donc, je pense qu'il est un peu menacé. Un peu menacé. Donc, en gros, si on apprend qu'il ne se présente plus, c'est qu'une affaire est venue se manifester en douce. Hein, c'est des coups de fil, ça. Il va dire oui pour des raisons personnelles, bon, et voilà, on comprendra qu'il y a un dossier derrière. C'est un espoir ou c'est une intuition ? Moi, je pense que l'intuition vient probablement du financement, des magouilles Alstom, du comportement des États, du fait que les États-Unis ne l'aiment plus, et peut-être aussi, sait-on jamais, de l'affaire Benalla, parce que l'affaire Benalla dissimule, la mansuétude dont il a bénéficié dissimule forcément quelque chose. Et donc, Benalla a probablement des biscuits qu'il n'a pas alignés, mais il a montré qu'il pouvait le faire. Il l'a encore montré récemment. Vous connaissez l'histoire des tweets. Il y a 15 jours, il a fait une bordée de tweets très menaçants, ricanant sur le comportement de la présidence, et puis il a enlevé tous ses tweets. Ou on le lui a conseillé, je ne sais pas, mais quelque chose se passe en coulisses. Pas une affaire dans le premier cercle. Voilà. On parle de tout cela à Campagnol. Non, mais ça c'est incroyable. Vous avez raison. Je trouvais que c'était un havre de paix. Vous avez raison. Alors, le personnage de Campagnol était tranquille de ce côté-là, que c'était à Paris qu'on passait notre journée à supputer. Oui, mais alors, il y a un certain temps, je passais pour une espèce d'ovni en campagne parce que j'avais un pied dans ces débats parisiens. Et aujourd'hui, on est plutôt curieux de ce qui s'y passe et on m'interroge volontiers sur ce que j'ai entendu dans les rédactions parisiennes. Pourquoi ? Parce que la vie du grand monde, la vie internationale, a débarqué chez nous de manière scandaleusement, pesante. Normalement, il y a 15 ans, 20 ans, c'était encore les Fernandais, les Pagnols qui s'appliquaient. Ils disaient « Oh, je m'en fous bien, tout ça, c'est des gens de Paris. » Non, c'est fini. Les gens de Paris ont planté leur tente chez vous, psychologiquement, par le biais des télés et par le biais des mesures dont ils vous accablent. Sachez que, vous le savez, le café où nous discutions de tout ça est fermé à la moitié d'entre nous.
Déjà, première chose. Donc, évidemment, on sent bien l'atteinte locale qui s'est manifestée. Une véritable résistance psychologique s'est organisée. Du coup, je suis beaucoup plus proche de gens rétifs comme moi au village que je ne l'étais autrefois. Les gens me saluent, des gens que je ne connais pas me saluent. Alors ça, c'est peut-être dû un peu à Campagnol, mais Campagnol fait partie du phénomène. Il y a une résistance locale qui se manifeste. Donc, en gros, on est un peu en juin 40. Les événements du monde nous affectent mentalement. Dans notre jardin, il y a des traîtres qui se sont manifestés, des gens qui ne vous parlent plus, ou des gens qui vous engueulent, ou des gens qui se protègent de vous sur le plan sanitaire. Enfin bref. Tout ça, c'est raconté sur Campagnol TV, sur YouTube. Exactement, c'est raconté. Ça a un succès très... qui se dément pas. J'ai rendez-vous cet après-midi avec un de mes éditeurs qui, j'espère, va publier un condensé de tout ça, puisqu'il commence à y avoir un public. Et voilà, donc j'ai déjà publié chez Flammarion, il y a 10-12 ans, un livre qui s'appelait « La France de Campagnol ». Non, « Les gens de Campagnol ». Et qui était le début de cette série, que vous m'avez aidé à monter d'ailleurs, puisque je suis venu vous voir pour vous dire, voilà, j'ai fait un livre, il y a un thème qui est favorable, et je pense qu'effectivement il est favorable. Ce petit monde de Campagnol que vous avez créé ex nihilo, maintenant aujourd'hui, c'est une ville entière. Quoi. Alors, un peu, mais il y a des gens qui sont venus s'y agréger, et puis surtout, alors le problème, c'est que les gens sont assez intelligents pour aller faire leur enquête eux-mêmes, et j'ai été toujours... comment dire, avisé en disant oui, il faut que j'aille faire des courses à Albi, il faut que j'aille faire des courses à Villefranche-de-Rouergue, tout ça pour diluer un petit peu la précision géographique, mais beaucoup d'entre eux maintenant ont retrouvé le vrai village. Ça m'ennuie parce qu'ils viennent toquer à ma porte le dimanche. Dites-moi, Christian Combaz, à Campagnol, quand on aura la liste des candidats, et on la voit bien quand même pointe, qu'est-ce qu'on va voter? Aujourd'hui, il y a Le Pen, Zemmour, Pécresse, Asselineau, Dupont-Aignan, Philippot, qui sont candidats, Lassalle, bien évidemment. Je continue à gauche ou j'arrête là? Oui, non, justement, il faut continuer à gauche parce que nous sommes un village du Languedoc et que la tradition socialiste est très forte. Alors, je s'ajoute Taubira et Hidalgo pour faire plaisir, et Macron? Non, et Mélenchon. Oui. Pourquoi? Jadot? Alors, non, même Fabien Roussel. Chez nous, il y a des affiches Fabien Roussel dans le village, alors qu'il n'y en a pas de tous les gens de droite. Et je veux dire pourquoi c'est un peu inquiétant. C'est que, en fait, chez nous, les plus fervents, masqués, pénibles, j'ai bien mes 3 doses, sont d'anciens communistes. Il y a une compatibilité de fait entre l'esprit communiste et ce contrôle permanent du voisin par le biais sanitaire. Et en plus, les communistes chez nous, ils ont tous au-delà de 70 ou 80, et ils ont tous une voiture énorme qui coûte 25 000 €, alors que la mienne coûte 3. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un renversement total des valeurs. Ce sont eux devenus les fascistes, ce sont eux qui sont devenus les profiteurs avec une grande voiture. Il est temps que ça cesse. Il est temps que ça cesse. Merci Christian Combaz. À très bientôt, forcément. La situation ne peut que de nous donner des sujets de conversation. Merci à vous. Merci.